Nous sommes le 19 août 2020. Bonsoir à tous et merci de nous choisir pour vous informer dans Covid-19. À vos questions ce jour, nous allons évoquer avec notre invité ce thème, le coronavirus pas transmissible par les aliments selon l'Organisation mondiale de la santé. Et comme invité au plateau, professeur Claver Anoumoudanira, il est professeur titulaire de microbiologie à l'Université de Lomé, c'est bien ça? Absolument. Merci pour l'invitation. C'est à vous le merci, surtout pour la disponibilité pour parler une fois encore de Covid-19. Plusieurs voies sont connues aujourd'hui en matière de contamination ou de transmission de la maladie à coronavirus, mais par les aliments, c'est pas vérifié, c'est pas vraiment fondé selon l'Organisation mondiale de la santé. Oui, le coronavirus responsable de Covid-19, comme nous le disons depuis le début de cette pandémie, fait partie de ce que nous appelons les virus fragiles. Et ces virus fragiles se transmettent essentiellement par contact direct. Et dans le cas de Covid-19, la transmission se fait par voie respiratoire, à travers les gouttelettes salivaires et à travers les aérosols qui ont été récemment décrits. Ces virus ne se transmettent pas par les aliments. Il y a eu des études qui ont montré dans les selles les traces du virus, mais ce sont disons, quelques morceaux, quelques particules de ce virus. Ce n'est jamais le virus entier. Et donc, la transmission par les aliments n'est pas démontrée et ne sera pas... Et ce n'est même pas logique que ce virus se transmette par les aliments, vu sa physiologie, vu sa physiopathologie, vu sa structure. Et donc, c'est pas nouveau, c'est connu pour les virus fragiles qui se transmettent par contact direct. Et la voie directe, c'est ce que nous rappelons toujours, c'est la transmission par voie aérienne ou par voie respiratoire. Ce virus peut séjourner quelques heures sur des objets comme cette table, comme les poignées de porte. Et donc, c'est pour ça que nous rappelons qu'il faut régulièrement se laver les mains, nettoyer ces objets-là. Mais la transmission par les aliments n'est pas démontrée et n'a jamais été prouvée. Justement, quand on parle bien sûr de cette transmission par les aliments qui n'est pas vraiment fondée selon l'Organisation mondiale de la santé, mais il y a une question à côté qu'on se pose au jour le jour. Vous savez, quand on parle du marché, en Afrique, dans nos marchés, pour payer quelque chose, surtout les aliments, les poissons et autres, là, il faut toucher. Plusieurs fois, on voit les bonnes dames, il faut toucher, voir si ce poisson-là est gros, ou bien même si c'est les pommes et autres aliments qu'on a sur le marché. On assiste à ce genre de scène, et on se demande si jamais la personne était contaminée, enfin, avait peut-être pas mégarde toucher certains poignets de porte et autres. Est-ce que ça ne peut pas être quand même un facteur qui va amener à cette contamination par le biais de ce poisson ou bien de la pomme ou bien d'autres choses? Je comprends bien le sens de votre question, c'est-à-dire sur ces aliments. Est-ce que si le virus est là-dessus et qu'on l'avale, est-ce que ça ne peut pas être une source de transmission? Non, pas du tout, parce que d'abord la salive contient des enzymes qui sont très fortes et qui vont pouvoir détruire ce virus. Et si jamais ce virus est avalé, il arrive dans l'estomac, le suc gastrique et l'acide qui fait partie de la composition, ce qui est sécrété par l'estomac, va détruire ce virus. Donc tous les virus enveloppés qui arrivent dans l'estomac sont détruit par l'acide gastrique qui est sécrété par l'estomac. Donc ces virus ne passent pas la barrière digestive. On dit que ces virus ne passent pas ou ne franchissent pas la barrière digestive. Donc, comme vous le dites, le coronavirus peut se retrouver sur un aliment, poisson, pomme, ou tout ce que vous voulez, ou dans un jus, par exemple, parce qu'on l'a manipulé en ayant le virus sur les doigts. Mais du moment où vous l'avalez, ça part directement dans l'estomac
et les sucres, l'acide chlorhydrique ou l'acide gastrique, voilà, gastrique, pardon, qui est sécrété par l'estomac le détruit. Donc ces virus ne franchissent pas cette barrière et ne peuvent pas initier de manifestations cliniques à partir de la voie digestive. Dans une plateforme, quand j'ai annoncé le thème, il y a une question qui m'a été posée. Oui. Si ce fut le cas, pourquoi ne pas autoriser les bonnes dames, par exemple, quand très souvent dans le marché, on vante les qualités de ce qu'on vend comme nourriture autre là, les laisser avec les nourritures sans cache-nez, enfin, les bavettes, vaquer librement à leurs préoccupations au sein des marchés. On leur demande peut-être de mettre les masques et peut-être mettre les gants et autres là avant de servir dans les marchés. C'est une question du genre qui m'a été posée. Non, il ne faut pas. Je ferai le plaisir de vous la poser. Oui, à mon tour aussi. Je vais vous répondre parce que ces gens, ces personnes, quand elles vont se mettre à parler là, c'est avec d'autres personnes qu'elles vont parler. Elle ne va pas parler seule. Elle va parler, elle va vanter son produit quand elle aura devant elle un client. Et en ce moment, il y a déjà un contact. La personne à qui elle est en train de parler, si elle est contaminée, la personne va recevoir ces gouttelettes salivaires que la dame est en train de mettre au moment où ils sont en train de converser. Et ces gouttelettes salivaires peuvent être source de contamination. Et on a dit également, en portant, si par exemple c'est déposé sur des aliments que vous manipulez, en portant vos doigts à l'œil ou dans les narines, vous pouvez alors par cette voie vous contaminer. Donc ce n'est pas conseillé du tout. Si vous parlez, même si c'est sûr, s'il y a des gouttelettes qui tombent sur vos aliments, mais il y a quelqu'un devant vous qui peut être contaminé par ces gouttelettes-là aussi, puisque vous êtes en contact. Donc ce n'est pas bon du tout. Et puis d'une façon hygiénique, est-ce que c'est bon de parler sur les aliments et de le servir à quelqu'un d'autre pour manger, même si ce n'est pas coronavirus? Est-ce que c'est bon? Non. On sait que dans les marchés, par exemple, on a du gari, du haricot et autres là. Des fois, il faut... N'oublions pas... non, parler, un peu vanter peut-être la qualité, le genre du haricot qu'on a et autres. Si c'est des aliments qu'on va acheter pour aller préparer à la maison, le risque est quasiment nul parce que c'est un virus qui est fragile et qui ne supporte pas la chaleur. Maintenant, si c'est des aliments qu'il faut consommer directement, il y a un risque minime, mais comme je l'ai dit, la salive et les sécrétions gastriques permettent de détruire ce virus-là et donc ce virus ne peut pas initier une infection par voie digestive. Parfait. Les voies de transmission connues dès le début de cette maladie demeurent-elles ou il y a d'autres voies qu'on a connues aujourd'hui? Non, les voies de transmission n'ont pas changé du tout. C'est essentiellement la voie directe, la voie respiratoire. Quand la personne est en train de parler, elle va émettre des gouttelettes salivaires. On a parlé aussi, j'étais venu ici, on a parlé des aérosols, qui sont des bulles, des micro-bulles qui peuvent contenir également le virus. Et donc, si quelqu'un est en face de vous, la personne va respirer ces gouttelettes salivaires ou ces aérosols et cette personne va être contaminée. La deuxième voie dont nous avons parlé, c'est la voie indirecte, en parlant, en émettant ces gouttelettes sur des objets. Si quelqu'un vient toucher ces objets et porte sa main à la bouche ou dans les narines, cette personne également peut être contaminée. C'est essentiellement ces deux voies qui transmettent aujourd'hui le coronavirus. Par contre, on commence par mieux connaître la maladie, mieux connaître d'autres facettes de la maladie. Et donc, quelques signes nouveaux sont apparus ou maintenant sont connus comme des signes que le coronavirus peut donner. Notamment, c'est la perte de goût. Et donc, il y a des gens qui ne sentent plus leur repas, la perte d'odorat et la perte de goût que nous ne considérions pas au début comme des signes cliniques pouvant faire suspecter le coronavirus. Mais maintenant, ces signes sont reconnus comme des signes cliniques devant lesquels il faut penser au coronavirus. Mais on sait, dans le même temps, quand on développe certaines maladies aussi, on a ce genre de signes. Quand on est un peu attaqué par le paludisme, vraiment au sens premier du terme, des fois on perd le goût. Oui, c'est évident. Alors,
il n'y a pas un signe, disons, spécifique de coronavirus. On a parlé de la fièvre. Quand vous avez la fièvre aujourd'hui, il faut penser au coronavirus, mais la même fièvre, vous allez la voir quand vous faites le paludisme ou quand vous faites une infection bactérienne ou une infection à d'autres virus. Donc, ce sont des signes que nous appelons des signes d'appel, des signes qui permettent de suspecter la maladie et on va faire l'examen pour savoir est-ce que ce signe-là est dû au coronavirus ou pas. Et ce n'est pas tous ceux qui présentent la fièvre, par exemple, ou ce n'est pas tous ceux qui présentent la perte de l'odorat ou du goût qui sont systématiquement infectés par le coronavirus. Mais il y en a qui sont infectés, d'où la nécessité de demander le test pour rechercher si le coronavirus est présent ou pas. Y a-t-il pas peut-être d'autres voies ignorées ou qui ne sont pas encore connues? Si c'est ignoré, c'est que c'est pas connu. Donc, ce qui est connu, c'est sur ça que nous... C'est pareil pratiquement dans tous les pays à travers le monde entier. Ah oui, oui, oui. Les voies de transmission sont, disons, universelles. Il n'y a pas de voie de transmission pour les pays africains et des voies de transmission pour les Américains, etc. Il y a même... on a même, entre-temps, pensé, est-ce que le coronavirus ne serait pas transmis d'une femme enceinte à son fœtus ou à son bébé qui est dans le ventre? Des études ont montré que non, la transmission que nous appelons materno-fœtale entre la mère et le fœtus, cette voie n'est pas démontrée. Le coronavirus ne se transmet pas par cette voie. Et les cas qu'on a observés chez des nouveau-nés ou des nourrissons, ces cas-là, c'est des transmissions qui ont été faites après la naissance. Donc, il n'y a pas de transmission. C'est pas comme le VIH-Sida. Non, pas du tout. C'est pas comme le VIH-Sida. Donc, il y a pas c'est pas comme les hépatites, certaines hépatites virales. Non, ça ne se transmet pas par cette voie. Et heureusement. Et donc, on se rend compte que, pour l'instant, en fonction des connaissances que nous avons, que le coronavirus ne va pas être responsable de ce que nous appelons des malformations. Parce que le virus ne passe pas de la mère au fœtus. Maintenant, comment peut-on expliquer cette augmentation alarmante des chiffres au jour le jour à travers le monde entier? Il y a plusieurs raisons qui justifient, qui expliquent cette augmentation de cas. La première raison, c'est que le nombre de pays ou le nombre d'équipements disponibles dans les pays pour dépister le coronavirus ne fait qu'augmenter. Si je prends le cas du Togo, on avait commencé par un seul site qui est l'Institut national d'hygiène. Aujourd'hui, il y a 3, 4, voire 5 laboratoires dans le pays qui peuvent faire le diagnostic de coronavirus. C'est le cas dans tous les autres pays où la demande est très élevée et plus vous recherchez, plus vous allez trouver. C'est l'une des raisons. On recherche plus le coronavirus maintenant. Si je prends le cas du CHU Sylvanus Olympio, où nous avons mis un laboratoire, avant c'était 3-4 prélèvements par jour au tout début de la maladie, où on hésitait beaucoup, on ne maîtrisait pas aussi bien. Aujourd'hui, au CHU Sylvanus Olympio, seul on prélevait des cas suspects jusqu'à 20 par jour. Vous voyez que le nombre a augmenté parce qu'il y a un laboratoire à côté qui peut rapidement permettre de poser le diagnostic. Ça, c'est la première raison. La deuxième raison, après le confinement dans plusieurs pays, les mesures restrictives ont été levées. Donc, confinement, bouclage des villes, interdiction de sortir, interdiction de circuler entre les villes et entre les pays. Mais toutes ces mesures ont été levées et nous avons confondu la levée de ces mesures avec la fin du coronavirus. Et on a repris nos habitudes de vie comme si cette maladie était finie. Ce n'est pas le cas du tout. Et donc, on reprend la vie. Les restaurants ont commencé par ouvert dans les pays développés avec quelques mesures barrières, bien sûr, quelques mesures préventives, bien sûr. Mais ces mesures sont insuffisantes. Les gens ont repris leur vie, vont au boulot, ils vont fréquenter, ils vont dans les endroits festifs.
Donc ça a donné l'impression que le coronavirus est fini, on reprend nos activités comme avant, et donc les chiffres ont continué par augmenter. Et il faut noter aussi qu'on ne peut pas aussi être confiné sur 2, 3, 4, 6 mois, c'est impossible, c'est invivable. Il y a des pays même qui ont affirmé qu'il n'y aurait plus jamais de confinement à grande échelle comme ce qui avait été fait, si je prends le cas du Canada ou de la France ou l'Espagne ou l'Italie, ils ont dit non. Il n'y aura plus de confinement où on bloque tout le pays pour dire il y a coronavirus. Maintenant, les gens peuvent faire ce qu'on appelle des confinements ciblés ou des bouclages ciblés. Si on voit que l'épidémie est en progression dans une localité, une ville ou une région donnée, on va boucler cette partie, on va prendre des mesures restrictives concernant cette partie, mais on ne le fera plus jamais pour tout un pays. Et donc, ces mesures un peu de relâchement ont favorisé la progression des chiffres que nous observons aujourd'hui pour le coronavirus. Dans le contexte togolais, est-ce que c'est le même constat? Ah oui, dans le contexte togolais, au tout début de l'épidémie, en mars, avril, quand vous sortez, déjà pour aller au boulot le matin, vous voyez, les rues sont désertes. Vous roulez comme si vous êtes... comme si on a dégagé des gens pour vous, pour que vous puissiez aller au boulot. Le soir, à 18h, bientôt le coup-feu, les gens rentrent très rapidement. Même à 20-30 minutes du coup-feu, vous voyez les rues qui sont désertes. Tout le monde est à la maison, on avait peur. Mais cette étape, progressivement, on a commencé par intégrer l'existence de coronavirus dans notre vie habituelle. Et donc, nous avons commencé par reprendre nos activités. Et aujourd'hui, pratiquement toutes les activités sont reprises. Même si on ne les avait pas arrêtées formellement, il était question quand même qu'il y a eu journée continue, il y a eu d'autres mesures qui ont été prises. Et avec la peur, les gens n'osaient pas sortir. Mais aujourd'hui, on vit comme si on n'a jamais connu coronavirus ou comme si l'épidémie est déjà finie complètement. Mais vous sortez, toutes les rues sont bondées. Le carrefour limousine ici est très chargé le soir jusqu'au petit matin. Dès qu'on vous allez à Décon, vous aussi ce constat-là, vous êtes sorti. Bien sûr. Vous allez Qu'est-ce que vous avez fait sortir là le soir? C'est juste pour le constat, non, la curiosité du travail professionnel. On n'est pas en confinement, donc on a le droit de sortir, de prendre de l'air. Prendre un peu de l'air, voir comment ça se passe dans la ville. Et donc quand vous circulez, vous voyez que vous atterrissez au niveau de Carrefour Limousine, comme vous le dites là. Oui, c'est pas normal. On peut pas dire on gère une épidémie et on observe ces situations-là. Il va falloir faire quelque chose, évidemment. Et le maire Aboka a fait vraiment quelque chose ces 2-3 jours-là, oui. Justement à ce niveau-là. Oui. Maintenant, on parle aussi de certaines régions au Togo, que ça ne va pas vraiment dans ces régions-là. Oui. On n'est pas quand même, peut-être, si nous prenons la ville de Kara, par exemple, on parlait du taux de contamination qui est revu à la hausse. Oui. Également, on parle de la ville de Sokodé. Absolument. Et on se demande justement qu'est-ce qui n'a pas marché entre-temps dans ces villes-là. Disons qu'actuellement, nous avons globalement 3 foyers de coronavirus. Il y a la ville de Kara et Soudou, parce que c'est dans la même région. Oui. Je les mets ensemble un peu. Et la ville de Sokouré, le cœur de la ville de Sokouré même. Et la ville de Lomé, où il y a toujours un fond de patients qui souffrent de coronavirus. Il y a des régions où on a l'impression que l'épidémie est un peu éteinte. La région septentrionale, la région des savanes. On ne rapporte pratiquement plus de cas. La région maritime, un peu les chiffres rapportés aussi sont très faibles. Et dans les plateaux? Également faibles. Le foyer de Tapamé est pratiquement éteint. Donc il y a quelques cas sporadiques qui ne constituent pas de gros problèmes. Les gros problèmes aujourd'hui, c'est la ville de Kara, la ville de Sokouré et la ville de Lomé. La ville de Kara, qu'est-ce qui s'est passé? C'est vrai qu'on a interdit cette année les fêtes traditionnelles. Mais les fêtes ont eu lieu
pas comme dans le passé, mais les fêtes quand même les fêtes traditionnelles ont eu quand même lieu, un peu plus dans un environnement un peu plus restreint. Oui. Mais ces fêtes ont eu lieu et c'est une période où les gens rentrent souvent, ceux qui sont soit à Lomé ou qui sont à l'extérieur rentrent pour voir leur famille, pour faire les fêtes traditionnelles. Ça a été fait cette année aussi. Moi, j'ai vu beaucoup d'images où les gens ont dansé, il n'y a pas de distanciation, rien n'a été respecté. Donc, dans la ville de Kara, c'est essentiellement. Sans oublier les funérailles. Les gens ont fait des funérailles comme... Les funérailles, c'est très souvent en février, non? Ou bien ça? Oui, les gens en ont fait aussi. Donc, ou alors les funérailles ou les décès, les enterrements. Les enterrements. Sinon, très souvent, les funérailles en pays Kabia, c'est janvier, février, très souvent. Ce sont les enterrements classiques, oui, où on n'a pas observé les mesures de prévention du coronavirus. Donc, à partir de là, l'épidémie s'est répandue. À Sokouré, il y a eu des malades qui sont venus de Bassar pour le CHR Sokouré. Et après, on s'est retrouvé à partir de ces cas dans une salle d'hospitalisation, d'autres cas venant de la ville de Sokouré même. Et partant de là, on a l'impression que l'épidémie s'est diffusée dans la communauté. Et aujourd'hui, tous les quartiers de Sokouré ont des cas de coronavirus. Il n'y a pas un seul quartier. Tous les quartiers. Tous les quartiers sont concernés, même s'il y a 3 quartiers qui sont en avance sur les autres, notamment Didaouré, Pangalam et un autre quartier où le nombre de cas est très élevé. Mais tous les quartiers sont concernés. Et donc, ça devient sérieux. Et selon les informations qui nous ont été remontées, quand on identifie un cas dans une maison, il faut prélever, évidemment, les cas contacts, mettre en place une stratégie de suivi des cas contacts, les prélever à des dates régulières. Mais quand les équipes de surveillance retournent pour aller faire ces prélèvements dans des maisons, on ne voit personne le lendemain. Les gens disparaissent, ils vont dans d'autres familles sans... À désertion des lieux, il n'y a plus vraiment de gens. Il y a un problème je ne sais pas si c'est du déni de la maladie ou je ne sais pas quel est le réel problème qu'on doit pouvoir trouver et gérer à Sokouré. Et il faut noter aussi que tous ceux qui sont malades, il y a eu 3 décès. C'est vrai qu'ils ont des comorbidités, mais heureusement, la plupart des malades guérissent. Est-ce que les gens se disent que comme la maladie ne tue pas, comme les gens guérissent, donc surtout les jeunes qui sont contaminés, quand ils guérissent tous sans souci. Donc il y a un réel problème aujourd'hui à Sokouré qu'il faut régler. Et nous pensons que rapidement, il faut qu'une équipe du niveau central puisse aller les appuyer pour pouvoir éteindre le feu en termes de sensibilisation, d'utilisation des radios locales, des leaders d'opinion sur place, des leaders religieux qui peuvent nous appuyer aussi pour éteindre cette épidémie. Dans la ville de Kara, on sait que c'est peut-être les fêtes traditionnelles et autres. Oui, mais à Sokouré, il s'agit de quoi? C'était quoi la cause concrète? Alors, il y a deux sources qu'on voit. Il y a les voyageurs qui sont... une des grosses sources, c'est une dame qui est rentrée de Cotonou et qui, à partir de là, a contaminé son foyer. C'est-à-dire le foyer, c'est-à-dire ceux qui vivent dans la même concession qu'elle, notamment son papa et ses autres frères. Et à partir de là, l'épidémie s'est répandue dans la ville. Deuxième source de contamination que nous avons identifiée, c'est la fête de Tabaski, qui a été très bien célébrée. Et quand on voit ce qui a été fait, les gens ont fait la fête à Sokouré à cause de et les gens sont revenus d'ailleurs aussi. C'est une fête que les gens aiment célébrer en famille. Et donc, les gens sont revenus d'ailleurs, des autres pays où le taux de l'épidémie est plus élevé. Et donc, pendant cette période,
Malheureusement, les mesures préventives contre le coronavirus n'ont pas été vraiment respectées. Et donc, le taux de contamination est élevé, sans oublier la célébration de mariage dans cette zone-là. Alors, quand on sait que celle-là qui est rentrée du Bénin, Cotonou, Oui, absolument. elle a circulé librement. Très librement. Elle est passée où là? Et cela vient poser l'éternel problème des frontières. Quand on sait que le Togo ne baisse pas le bras, le Bénin non plus. Et finalement, on accueille quand même des gens au jour le jour. On se demande réellement si il y a vraiment du filtre qui se fait à ce niveau des frontières, ou bien c'est des frontières détournées quand même. Oui. Carrément qu'elle a. Vous qu'elle a emprunté ou je sais vous pas. connaissez le problème des frontières en Afrique et surtout dans nos... toute la longueur est considérée comme une frontière. Les gens ont des frontières, des passerelles, des frontières, des frontières parallèles aux frontières classiques qui sont connues, des sentiers, des pistes. On ne peut pas mettre la force anti-Covid à chaque mètre sur les frontières. C'est impossible. Donc, il nous revient de pouvoir être plus consciencieux. Quand les gens là rentrent, il fallait que la famille puisse signaler son cas, qu'on puisse organiser des prélèvements. Peut-être qu'on ne serait pas là aujourd'hui et la prélever. Si elle est positive, l'isoler. Malheureusement, ça n'a pas été le cas. Les gens ne veulent plus. Par rapport à ce qu'on a vu dans la ville de Sokoré, les gens ne sont pas enclins pas à dénoncer, mais à informer l'équipe qu'il y a telle personne qui est revenue de l'étranger et comme quoi il faut lui proposer le test, comme le Togo l'a fait dans le cas de Djarangpanga. C'était comme ça, on avait mis en place un bon circuit de filtre et de sensibilisation qui nous avait permis de pouvoir tester tous nos frères et sœurs qui revenaient du Ghana après le déconfinement. On a trouvé des gens qu'on a isolés très rapidement et ça a permis d'éteindre l'épidémie. Mais aujourd'hui, avec cette dame qui est rentrée, avec la fête de Tabaski et avec le fait qu'il y a un déni de la maladie, les gens ne croient pas ou ne veulent pas y croire. Donc l'épidémie s'est propagée dans la ville de Sokoré. Ça, c'est la situation que nous vivons. Est-ce que les chefs traditionnels, les leaders d'opinion locaux et les ASC sont vraiment outillés en la matière? Est-ce que l'information passe vraiment à ce niveau-là? Parce qu'ils sont les premiers à bien jouer le rôle à ce niveau pour qu'on puisse essayer de mieux avoir une maîtrise de la situation. L'équipe chargée de la communication a fait des missions dans la zone, dans le district. Et il y a un travail qui est en train d'être fait pour mobiliser suffisamment le niveau communautaire pour aider à éteindre cette épidémie. Le travail continue, ce n'est pas encore fini. Je pense que dans les jours à venir, une équipe du niveau central va retourner dans la région pour appuyer les équipes locales sur place. Alors, vous avez eu à souligner les causes principales, bien sûr, de cette contamination en masse. Quand on sait que actuellement nous sommes en août et puis c'est la fête des yams dans les plateaux. Il y a des mesures qui ont été prises dans ce sens-là pour éviter encore. Peut-être que c'était le tour de la ville de Kara, de la Kosa, et Sokoré dans la centrale. Peut-être, on ne sait jamais, dans Takpamé, Kpalimé, Babou et consorts, il faut quand même qu'il y ait... Les mesures sont en train d'être prises pour éviter que ce qui s'est passé à Kara et ce qui s'est passé à Sokoré ne se répète dans d'autres villes dû à la célébration des fêtes traditionnelles. Des mesures sont en train d'être prises. Je pense que le gouvernement va bientôt communiquer là-dessus pour le bien de nos populations. Parfait. Surtout, il faut que ces dispositions-là soient prises à temps parce qu'il y a la fête des Ignam. Il y a la fête des Ignam, il y a Togo, il y a Togbéani, il y a beaucoup de fêtes qui sont annoncées au début septembre.
Je pense que il y a PEP, voilà, il y a Agledi, oui. Toutes ces fêtes seront cette fois-ci, on l'espère, encadrées pour que on n'ait pas les mêmes flambées qu'on a observées à Kara et à Soukoudé après les fêtes traditionnelles ou alors les fêtes religieuses. Il faut que quand même les leaders religieux traditionnels là soient associés aussi à Oui, la oui. démarche parce que Oui, tout à fait. ils sont très écoutés, très respectés dans ces localités-là. Je pense que le service de communication est en train de travailler là-dessus, ils seront associés. Parfait. Y a-t-il peut-être à revoir les mesures barrières dans tout son ensemble? Les mesures, Mais ça va déjà. Les mesures qui peuvent nous permettre d'arrêter la propagation du virus, ces mesures sont connues. Ce sont le port de masque, la distanciation physique, le lavage régulier des mains, ne plus se serrer la main, éviter des regroupements dans des grandes pots. Ces mesures sont connues. Et on n'a pas besoin d'en rajouter. Ce qui reste, c'est le respect de ces mesures. Est-ce qu'on respecte ces mesures? C'est ça qui reste. À quoi bon de rajouter d'autres mesures si celles qui sont là ne sont pas respectées? Donc, il n'y a pas de nouveau. Il n'y a pas de mesures nouvelles à rajouter à ce qu'on connaît déjà pour lutter contre la transmission du coronavirus. Et quand vous sortez, c'est vrai, depuis quelques jours, on voit qu'il y a un peu plus de regain sur le port de masque. Mais comme j'ai eu toujours à le dire, nous portons mal le masque. Le masque, pour être efficace, doit couvrir et la bouche et le nez. Si ce n'est pas sous le menton, c'est seulement la bouche qui est couverte. Non, ce n'est pas efficace comme ça. Faisons un effort pour bien porter le masque, pour respecter les mesures qui sont connues. On n'a pas besoin d'en rajouter. Et le lavage des mains. Le lavage des mains, on a l'impression que c'est un peu aussi relégué au second plan. Des fois, vous allez dans certains services, le dispositif est là, mais soit il n'y a pas de savon, Non, soit il n'y a pas de C'est rare l'eau. maintenant, quelques entreprises, Oui. sociétés, c'est un peu respecté. Oui. Bon, quand même, avant, on vous a fait le passage obligatoire à notre entrée. Ici, c'est systématique et c'est bien. Donc, à notre entrée, c'est réglo. Hein. Ah oui, c'est bien Mais fait. le constat est là, quand vous allez aujourd'hui dans certaines entreprises, le dispositif est là, poussiéreux, on se demande si réellement, des fois c'est là, il n'y a même pas de l'eau, il n'y a même pas de savon. J'étais allé dans une mairie la fois passée, j'étais d'abord le nom, je vais encore faire tour encore pour vérifier si c'est réglé cette affaire-là. Il y a le dispositif qui est là, il n'y a pas de l'eau, il n'y a même pas de savon. Il faut leur faire la Il y avait remarque. des gens en nombre sur les bancs qui étaient venus pour des différents services là et là. Il faut leur faire la remarque. Le dispositif de lavage de mains n'est pas là pour une décoration. Finalement, c'est une décoration. Ce dispositif, si on veut décorer les mairies ou décorer nos services, ou décorer notre administration, il y a d'autres éléments ou d'autres dessins qu'on va utiliser ou d'autres substances qu'on va utiliser. Ce dispositif est déposé pour servir au lavage de mains. Je pense que tous les services doivent identifier ce que nous appelons un répondant ou quelqu'un qui doit veiller au bon fonctionnement de ce dispositif. La personne doit vérifier est-ce qu'il y a de l'eau qui est disponible. La personne doit vérifier est-ce qu'il y a du savon qui est disponible. Des fois, il y a l'eau, mais il n'y a pas le savon. Des fois, il y a le savon, il n'y a pas l'eau. Et le pire, permettez à ce que il y a le seau d'en bas qui est rempli et qui n'est pas. Et l'eau est très sale, on laisse ça là-bas et chacun essaie de se débrouiller à sa façon. C'est encore les moustiques de gîte qu'on est en train de... Donc non, il faut qu'on veille d'abord à la propreté du dispositif. Si vous allez dans un centre et que le dispositif est sale, déjà ça vous décourage pour que vous l'utilisiez. Et quand c'est ça, ça veut dire que les gens ne l'utilisent pas. Un truc qui est régulièrement utilisé, quand on le voit, on le sent. Donc il faut que les services, il faut que les responsables des services veillent à ce que ce dispositif, s'il est là, qu'il soit utilisé à bon escient
pour qu'il serve pour la cause pour laquelle il a été acheté. Parfait. On va s'intéresser maintenant à la prise en charge dans tout son ensemble. Comment ça se passe aujourd'hui? La prise en charge... Ça va dans l'ensemble? Oui. Alors, la prise en charge, quand vous voyez, ça n'a pas changé. Tout patient déclaré Covid-19 positif au Togo est mis directement sous chloroquine et azithromycine. Dans 80 à 90% des cas, la plupart des patients sont asymptomatiques, c'est-à-dire ne présentent aucun signe. Donc ces patients, on ne leur fait rien d'autre que de les observer et de faire des prélèvements réguliers pour voir s'ils sont guéris ou pas. Très peu de patients, à peine 10%, vont présenter ce que nous appelons des signes cliniques. La fièvre, par exemple, la toux, la fatigue. Pour ces gens qui présentent des signes cliniques, on va donner des médicaments par rapport aux signes que vous avez présentés. On va vous donner, si vous présentez la fièvre, on va vous mettre paracétamol. Si vous toussez, on va vous prescrire des médicaments contre la toux. Si vous sentez la fatigue, on va vous remonter avec quelques vitamines. Troisième catégorie de patients, c'est ceux qui ont ce que nous appelons les formes graves, qui vont aller vers une insuffisance respiratoire. C'est chez ces patients qu'il y a des protocoles précis qu'il faut donner, qu'il faut utiliser pour leur sortir d'affaires, notamment l'utilisation des respirateurs, ou alors on connaît maintenant d'autres facettes de la maladie, l'utilisation des anticoagulants qui aident à guérir, ou des corticoïdes comme le dexaméthasone, on en a parlé. Oui. Qui vous l'utilisez également au Togo? Le dexaméthasone est utilisé au Togo. Les corticoïdes en général sont utilisés au Togo pour pouvoir soulager les patients qui font en ce moment des formes graves. C'est chez ces patients que ces différents médicaments sont utilisés pour les aider à se tirer d'affaire. Mais le gros problème que nous avons et qui est connu pour le coronavirus, c'est ce que nous appelons les comorbidités. C'est le coronavirus chez des patients qui ont déjà d'autres maladies, notamment le diabète, notamment l'hypertension, notamment les maladies respiratoires chroniques, notamment les gens qui ont du surpoids, l'obésité. Chez ces patients, l'évolution, ce sont des patients qui font les formes graves et sur lesquels il y a plus d'attention qui doit être portée. C'est un peu partout dans le Togo, c'est au centre de prise en charge de Kégué, la référence que c'est bien respecté comme ça, ou bien c'est pratiquement dans tous les autres centres du pays? Dans tous les autres centres du pays, si vous faites Covid-19, on va vous donner azithromycine, chloroquine. On a construit 9 centres de prise en charge à l'intérieur du pays. Il y en a déjà qui sont fonctionnels. Par exemple, le centre de prise en charge de Sokolé est fonctionnel, Kara pareil. Les autres, progressivement, sont en train d'être déroulés. Mais on n'a pas les équipements de qualité partout. Ça, il faut être... on est là-dessus. Et donc, quand on voit que le cas s'aggrave et que ça dépasse la compétence de l'équipe locale sur le site, on transfère ces malades au CHR Lomé Commune pour une prise en charge de qualité, parce que c'est là-bas il y a les spécialistes. Il n'y a pas, par exemple, un pneumologue à Dapaon, il n'y en a pas. Il n'y a pas un spécialiste en maladies infectieuses à Kara pour l'instant. Donc, si on pense que l'équipe locale est dépassée, on transporte le malade, on l'amène à Lomé pour son suivi, pour que le traitement soit bien fait. Mais comme je l'ai dit, cela ne concerne que très peu de malades, puisque 90% n'auront rien du tout. Et si je décide, je suis malade de Covid-19, je suis peut-être à Djarkpanga, là-bas, je trouve que ça ne va pas, je vais venir à Lomé, mais se faire prendre en charge, ou bien c'est vous qui décidez. Vous ne pouvez pas... D'abord, qui va vous transporter? Vous dites que vous faites Covid-19. Si vous faites Covid-19, vous ne pouvez pas prendre transport en commun pour venir à Lomé. Non, ce n'est pas possible. Il y a une équipe qui est formée, qui est sur place et qui évalue votre état de santé pour dire est-ce que ce qu'on a ici, est-ce que ça suffit pour vous traiter
où ce qu'on a ici, ça ne suffit pas. On vous transporte dans une ambulance médicalisée, sécurisée, pour que ça ne soit pas un danger pour ceux qui seront dans l'ambulance avec vous. Non, vous ne pouvez pas dire, moi, on m'a dépisté à Vaughan, je ne veux pas se faire traiter là-bas, amenez-moi à Lomé. Non, pourquoi? Il n'y a pas de... C'est pas automatique. Parfait. On va s'intéresser à un point. Le Togo a ouvert, bien sûr, ses frontières aériennes. Nous étions le dernier. Hein? Oui. Ça fait 19 jours déjà de passé. Tout à fait. Comment ça va dans l'ensemble? Oui, dans l'ensemble, l'ouverture de l'aéroport coïncidait aussi avec le fonctionnement du laboratoire que nous appelons le laboratoire mobile qui est situé à l'ancienne aérogare. Donc, tous les patients qui rentrent aujourd'hui au Togo sont systématiquement prélevés et leurs résultats leur sont rendus dans les 24 heures. Si vous êtes négatif, on vous envoie soit par SMS ou par mail votre résultat que vous êtes négatif. Donc, vous pouvez faire vos activités, mais tout en respectant les mesures barrières comme les Togolais que nous sommes. Si vous êtes positif, on vient vous chercher pour vous traiter comme on traite tout le monde au Togo. Ça, c'est ce qui arrive, ça. Ce dispositif fonctionne très bien. Maintenant, ceux qui partent, ceux qui doivent prendre un avion du Togo, ils sont également soumis au même test. Vous faites un test dans les 72 heures avant de partir. Si le test est négatif, on vous donne un résultat. Ça veut dire que vous pouvez aller à l'aéroport pour aller prendre votre avion et partir. Si le test est positif, c'est interdit de voyager. Vous ne pouvez pas voyager. Quand on confirme que vous êtes positif, on vous garde pour vous traiter parce qu'on ne veut pas être à la source de contamination des gens qui prennent les vols. Donc, ce dispositif fonctionne bien. Et on a en moyenne 500 échantillons qui sont traités par jour. Par jour à l'aéroport? À l'aéroport, dans le laboratoire de l'aéroport. Je rappelle que le laboratoire de l'aéroport peut traiter jusqu'à 2500 échantillons par jour. Par jour. Donc, il y a un petit débat entre-temps que ceux-là qui viennent au Togo, des fois, les résultats ne sont pas disponibles dans 24 heures, 72 heures. Tout à fait. Les gens sont là, ils ne savent pas qu'ils sont positifs ou pas, et ils circulent allègrement. C'est quelques dysfonctionnements que le système a eu au départ, parce que nous travaillons avec le ministère de l'économie numérique pour que on puisse délivrer les résultats, soit, comme je l'ai dit, par mail ou par SMS. Il y a une application aussi. Mais c'est vrai qu'au tout début, il y a eu quelques difficultés de démarrage que nous sommes en train de corriger au fur et à mesure pour améliorer la situation. Et chaque jour, on gagne un peu plus en expérience et en performance pour pouvoir éliminer ces difficultés-là. Donc maintenant, ça va, hein? Globalement, ça va, même si on travaille encore là-dessus pour améliorer. Qu'en est-il des frontières terrestres? On en a pour longtemps encore? Les frontières terrestres, pour l'instant, nous sommes en train de faire un essai avec les frontières aériennes qui sont plus faciles à contrôler. Donc, on voit ce que ça donne. Je vous rappelle qu'il y a quelques cas de positifs qu'on a détectés parmi les voyages, ceux qui arrivent et parmi ceux qui partent. Donc, c'est un bon système que les gens soient testés. Maintenant, pour les frontières terrestres, ça va être encore un autre défi parce que vous voyez que le flux sur les frontières terrestres est très important. Il sera impossible, je le dis tout de suite, et aucun pays ne l'a fait jusqu'à présent, il sera impossible de dire qu'on va tester tous ceux qui vont emprunter ces frontières terrestres pour aller dans les pays voisins. Donc, les réflexions sont toujours en cours. C'est une discussion entre les pays de la CEDEAO pour voir si le Togo ouvre ses frontières terrestres et que le Ghana n'a pas ouvert, le problème n'est pas résolu. Si le Togo ouvre et que le Bénin n'a pas ouvert, le problème n'est pas résolu. Donc, c'est une décision collégiale qui doit être prise dans la sous-région. Donc, on réfléchit, il y a des réunions qui se font là-dessus. Mais pour le moment, testons d'abord les frontières aériennes quelques semaines
pour voir si tout va bien avant d'envisager l'ouverture des frontières terrestres. En résumé, par rapport à notre thème de ce jour, pour conclure, qu'allons-nous retenir? On retient que les voies de transmission de coronavirus sont les mêmes que nous décrivons depuis le début, c'est-à-dire la voie aérienne, lors de la toux, de l'éternuement. Celui qui est infecté va émettre des gouttelettes salivaires qui vont contaminer tous ceux qui sont dans un rayon d'1 mètre et qui ne portent pas les masques, par exemple. Que la transmission par les aliments n'est pas démontrée pour le coronavirus parce que c'est un virus qui est fragile et que pour tous les virus fragiles, cette voie de transmission ne marche pas. Nous retiendrons également que dans notre pays, nous avons quelques foyers qui sont préoccupants. Notamment, nous avons parlé de Sokoré, nous avons parlé de Kara également, et que des mesures sont en train d'être prises. Ces foyers ont émergé à cause, entre guillemets, des fêtes traditionnelles ou des fêtes religieuses. Et donc, des mesures devront être prises pour les autres fêtes qui nous attendent au cours du mois de septembre, pour que cela ne se répète plus dans notre pays. Je voulais aussi terminer en disant que les mesures barrières restent en vigueur et ces mesures barrières sont connues: le port de masque, la distanciation physique, le lavage régulier des mains, et que nous devons entretenir ces dispositifs de lavage de mains qu'on regarde maintenant, qui sont un peu abandonnés actuellement. Nous devons faire un effort pour les rendre opérationnels. Merci beaucoup à vous, professeur Claver Anoumou Daïran. Je rappelle que vous êtes bien sûr professeur titulaire de microbiologie et bon retour chez vous. Messieurs, c'est déjà la fin de cette émission de jour, un peu partout. Et à Djarpanga, vous avez été nombreux à nous suivre. Coucou spécial, bien sûr, au docteur Agbeko Jean-Paul Fatognon. Il est le directeur préfectoral de la santé de Meaux. C'est bien ça, hein? Bon, le sud de nos programmes à vous tous. Au revoir.